C'est une image crépusculaire qui nous reste, celle d'un homme baigné par la lumière ocre et chaleureuse de Marrakech, ce refuge ultime où il a vécu l'hiver de sa vie. Dans la solitude de ses derniers instants, ce grand mélancolique tournait son regard vers le nord, fixant mentalement cet hexagone qu'il avait chéri plus que tout, mais qui lui avait laissé des cicatrices indélébiles. Ce patriarche au visage raviné, aux paupières lourdes et à l'allure de chien battu que nous connaissions tous si bien, n'était autre que l'immense Jean Lefebvre. Une véritable icône du 7e art tricolore, un artisan du rire qui a bercé des générations de Français par sa candeur feinte et ses déboires rocambolesques à l'écran. Bienvenue dans ce récit intime où nous allons gratter le vernis des paillettes pour découvrir l'homme brisé qui se cachait derrière le clown public. Notre but aujourd'hui dépasse largement la simple rétrospective d'une carrière comique ou l'éloge funèbre habituel. Nous sommes ici pour recueillir le testament spirituel d'une âme blessée. Il s'agit d'entendre la confession fracassante d'un acteur qui a patienté jusqu'à l'aube de sa mort pour enfin livrer sa vérité nue et sans fard. Quelques semaines seulement avant de rendre son dernier souffle, Jean Lefebvre a décidé de violer la loi du silence, brisant une omerta qui l'étouffait depuis plusieurs décennies. Dans un dernier sursaut de dignité, il a pointé du doigt 3 entités distinctes, 3 puissances de l'industrie, qu'il tenait pour responsables de sa déchéance et à qui il refusait son pardon. Loin d'être une vengeance mesquine ou un règlement de compte gratuit, c'était le hurlement d'un artiste se sentant trahi et méprisé par la machine même qu'il avait contribué à enrichir. Comment est-il possible que ce visage incarnation absolue de la joie de vivre et de la simplicité bon enfant ait pu dissimuler des abîmes d'amertume et de regrets inavouables? Qui sont donc ces 3 coupables désignés qui, selon ses propres dires, ont perverti son rêve de comédien? Ont-ils transformé sa passion dévorante en un combat incessant et épuisant pour qu'on lui accorde enfin un peu de respect et de considération? S'agissait-il de concurrents dévorés par la jalousie de producteurs avides, sans aucune morale, ou peut-être d'une part sombre de sa propre personnalité qu'il n'a jamais su maîtriser? Pour mesurer l'ampleur de ce drame et comprendre pourquoi il a emporté cette rancœur tenace dans sa tombe, il est impératif de remonter le cours du temps. Il faut retourner à la Genèse, à cette époque bénie, où l'innocence de l'homme n'avait pas encore été broyée par la cruauté impitoyable du show business. Plongeons-nous dans la France insouciante des années 60 et 70, cette période dorée où tout l'avenir semblait radieux. Au cœur de ces 30 glorieuses, Jean Lefebvre est devenu bien plus qu'une simple vedette de cinéma. Il s'est imposé comme une figure familière de chaque foyer. Il a transcendé son statut d'acteur pour se métamorphoser en une véritable institution, un repère culturel national. Contrairement aux monstres sacrés de l'époque, il n'a pas conquis les foules par une virilité exacerbée à la Alain Delon ou par la gouaille athlétique d'un Jean-Paul Belmondo, mais par une humanité désarmante. C'est avec ce regard perpétuellement implorant, cette silhouette voûtée et cette moue unique semblant s'excuser d'exister qu'il a touché le cœur du public. Il tendait aux Français un miroir bienveillant où chacun pouvait avec tendresse identifier ses propres maladresses et ses petites lâchetés quotidiennes. La grande histoire d'amour avec le public débute véritablement en 1963 avec la sortie d'un chef-d'œuvre absolu, Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner. Dans la peau de Paul Wolfoni, ce petit truand poissard et pleutre, il entre dans la légende par la grande porte. Qui a oublié cette scène d'anthologie dans la cuisine où il encaisse les baffes et ingurgite cet alcool de contrebande frelaté face à des pointures comme Lino Ventura ou Bernard Blier? Au milieu de ces titans du dialogue audiardesque, il a su imposer sa petite musique, rendant sa présence indispensable et inoubliable. Les spectateurs ont immédiatement pris fait et cause pour ce personnage de perdant magnifique, cet anti-héros sublime. Il est devenu celui qui subit les aléas du destin avec une résignation comique, s'érigeant en mascotte d'un cinéma populaire familial et fraternel. Mais c'est sous la lumière aveuglante de la Côte d'Azur à Saint-Tropez que Jean Lefebvre va définitivement graver son nom au panthéon de la comédie en endossant l'uniforme du gendarme Lucien Fougas.
Formant un duo improbable avec le volcanique Louis de Funès, il offrait un contrepoids vital à l'hystérie géniale de son partenaire. Sa douceur lunaire et sa naïveté presque enfantine permettaient d'équilibrer les crises de nerfs et la tyrannie du maréchal des logis chef Cruchot. Chaque fois que Fougas apparaissait à l'écran, c'était comme une respiration, un instant de pure candeur qui déclenchait l'hilarité bienveillante dans des salles obscures bondées. On ne peut pas le réduire à un simple second rôle ou un faire-valoir. Il était le cœur battant et tendre de la brigade. C'était le personnage que l'on avait envie de prendre dans ses bras pour le protéger des foudres de sa hiérarchie. Ce succès phénoménal s'est vu confirmé et amplifié quelques années plus tard avec la saga culte de la 7e compagnie. Son incarnation du soldat Pithiviers l'a propulsé au sommet de l'humour hexagonal, marquant à jamais l'inconscient collectif. Il est impossible d'oublier ses répliques légendaires sur le fil rouge et le fil vert, ou ses glissades incontrôlées qui ont fait pleurer de rire des millions de Français. Pithiviers, c'était l'image du conscrit maladroit que nous avons tous croisé ou été un jour. L'archétype du Français moyen perdu dans une guerre absurde, qui ne cherche rien d'autre qu'à tirer son épingle du jeu avec ses faibles moyens. À cette époque, béni le visage de Jean Lefebvre s'affichait partout sur les colonnes Maurice au théâtre et sur le petit écran incarnant cet idéal du rouspéteur sympathique. Il était la démonstration vivante qu'on pouvait toucher les étoiles sans être un modèle de perfection, qu'on pouvait être adulé pour ses failles autant que pour ses vertus. Dès que son nom figurait au générique, les cinémas affichaient complet car il était devenu une valeur refuge, l'assurance d'une soirée réussie. Pour une France en pleine mutation sociale, il représentait une promesse de détente absolue, une parenthèse enchantée, loin des soucis. Pourtant, alors même que les éclats de rire résonnaient dans tout le pays et que la gloire semblait devoir durer éternellement, le drame couvait. Des fissures invisibles mais profondes commençaient déjà à lézarder le vernis scintillant de ce succès qui paraissait inébranlable. Endosser le costume de l'éternel second, celui qui encaisse les gifles sans jamais avoir le droit de riposter, finit par creuser des cicatrices invisibles mais profondes dans l'âme d'un artiste et dans la pénombre des coulisses. Mais derrière ce masque de comédie, une réalité alternative beaucoup plus cruelle tissait sa toile dans l'ombre prête à étouffer l'homme derrière l'acteur. Alors que la France entière du nord au sud se tordait de rire devant ces mimiques inimitables projetées sur les écrans géants des cinémas de quartier. Un quotidien angoissant et suffocant prenait forme dès que les projecteurs s'éteignaient, dévoilant la rançon exorbitante que Jean Lefebvre devait débourser pour ne pas être éjecté du sérail. Sous les feux de la rampe, cette industrie du 7e art qu'il avait tant idéalisée et portée au nu a fini par tomber le masque pour révéler son vrai visage. Celle d'une machine industrielle impitoyable, un rouleau compresseur prêt à broyer l'humain pour ne préserver qu'une caricature lucrative du franchouillard sympathique et un peu benet. Derrière les affiches aux couleurs criardes et les tournées promotionnelles où les sourires sont de rigueur et les poignées de mains obligatoires, se dissimulait une forme de servitude moderne, certes dorée à l'or fin, mais tout aussi aliénante, où le comédien voyait sa liberté de créer et sa dignité fondre comme neige au soleil. Aux yeux des décideurs, Jean Lefebvre n'était plus perçu comme un artiste complet, capable de subtilité et de toucher au sublime dramatique. Il avait été réduit à une simple ligne comptable, une valeur marchande brute, l'ingrédient secret indispensable pour sauver du naufrage des productions souvent calamiteuses. Les producteurs, le voyant comme une véritable poule aux œufs d'or, savaient que son visage vallonné suffisait à remplir les salles et ils l'ont cadenassé dans ce registre. Prisonnier de ce rôle de l'idiot du village, une camisole de force artistique dont il cherchait désespérément à s'extraire sans jamais y parvenir totalement. C'est précisément à cet instant que le piège s'est refermé sur lui avec une brutalité inouïe, exploitant ses démons intérieurs. Car le milieu, toujours bien informé des faiblesses de chacun, connaissait parfaitement la faille béante de Jean, sa passion dévorante, presque pathologique, pour les jeux d'argent. C'était un flambeur invétéré, un homme qui traquait l'adrénaline dans l'atmosphère feutrée des casinos pour combler le silence assourdissant de sa vie.
Le cliquetis des jetons et le tournoiement de la roulette étaient devenus son unique échappatoire pour fuir une mélancolie tenace et le vide existentiel qui l'assaillait hors des plateaux. Les requins de la finance cinématographique, sans la moindre once de moralité, ont instrumentalisé cette addiction, transformant ses dettes de jeu en chaînes d'esclavage. La légende noire du métier raconte que certains producteurs véreux faisaient le pied de grue au petit matin devant les établissements de jeux. Ils allaient en soi jusqu'à le cueillir directement aux tables de baccarat, alors qu'il était vulnérable et désespéré, pour lui extorquer des signatures. Des contrats signés à la va-vite sur un coin de table échangés contre des valises de liquidités destinées à éponger ses pertes colossales de la nuit. Pris à la gorge, il se retrouvait forcé d'accepter des scénarios indigents qu'il n'avait même pas parcourus, enchaînant les navets alimentaires, indignes de son génie juste pour survivre. Il glissait lentement, mais sûrement dans la peau d'un pantin désarticulé, manipulé par un système qui lui maintenait la tête sous l'eau. Ce mécanisme pervers le contrôlait totalement, le vampirisant de son temps, de son énergie vitale, et plus tragique encore, de sa propre estime. Même lorsqu'il accédait aux tournages les plus prestigieux de l'époque, la souffrance ne le quittait pas. Elle changeait simplement de visage pour devenir plus sournoise. Elle prenait la forme de cette hiérarchie implacable des stars, une loi de la jungle, où les gros poissons mangent les petits sans remords. Rester l'éternel faire-valoir face aux monstres sacrés signifiait accepter de vivre dans l'ombre, de voir ses meilleures scènes coupées au montage, ou ses improvisations géniales étouffées pour préserver l'ego fragile des vedettes. Il évoluait dans un état de frustration permanente, celle de l'acteur viscéral, qui sait pertinemment qu'il a bien plus à offrir. Il savait qu'il pouvait émouvoir, tirer des larmes et toucher le cœur des gens bien au-delà de la simple pitrerie. Et on lui ordonnait sans cesse de remettre son nez rouge et de refaire le clown, tandis que le public ignorant tout voyait un amuseur comblé nageant dans le bonheur. Pourtant, l'homme qui regagnait sa solitude une fois le maquillage nettoyé était un être profondément meurtri et isolé. Il était dépossédé de son propre destin, hanté par le sentiment amer d'être devenu le bouffon triste d'un système qui méprisait sa véritable nature. C'est dans ce climat délétère de tensions souterraines, de frustration artistique refoulée et de dépendance financière aiguë que le destin allait frapper. Un événement majeur allait précipiter l'acteur vers une rupture inévitable, déclenchant un scandale qui marquerait un point de non-retour dans sa carrière. Alors que le succès commercial battait son plein, le drame a éclaté non pas sous les feux des projecteurs d'un scandale médiatique tapageur, mais par une exécution professionnelle froide, silencieuse et humiliante qui a laissé l'acteur blessé à jamais dans sa chair. L'incident qui a définitivement brisé le lien de confiance entre Jean Lefebvre et ce métier ingrat s'est déroulé loin des regards du public. Tout s'est joué dans l'ambiance feutrée et clinique des salles de montage et des bureaux de production lors de la conception du deuxième volet de la saga culte des gendarmes. Alors que le tournage avait débuté sous les meilleurs auspices et dans la bonne humeur générale apparente, l'acteur a commis l'erreur impardonnable, le crime de lèse-majesté, de briller trop fort et d'être tout simplement trop drôle. Il risquait, par son génie comique naturel, de faire de l'ombre à la star intouchable du film, le patron incontesté du rire français de l'époque. La sanction fut immédiate, brutale et sans appel, dictée par une jalousie féroce que personne n'osait contester dans le milieu. Sans même qu'il en soit averti, son rôle a été découpé chirurgicalement, réduit à une peau de chagrin, transformant une performance qui devait être majeure en une simple figuration de luxe. Les scénaristes, pliant sous la pression tyrannique de la vedette principale, ont dû inventer en urgence un prétexte scénaristique grossier. Ils ont décidé d'envoyer son personnage de Fougas à l'hôpital pour la quasi-totalité de la durée du film, une manière radicale de l'éliminer. En le clouant ainsi sur un lit d'infirmerie, ils l'ont littéralement empêché d'exister à l'écran, muselant son talent pour protéger l'ego du roi. Lorsque Jean Lefebvre découvrit le montage définitif du film, le choc fut comparable à une véritable agression physique, une claque violente en plein visage. Ce qu'il voyait défiler sur la toile n'était pas simplement une réduction de son temps de présence, c'était une éradication pure et simple de sa performance, un vol artistique commis en plein jour avec la
Bénédiction silencieuse et lâche d'un réalisateur et d'une équipe de production ayant délibérément choisi de sacrifier le talent du second rôle pour ne pas froisser l'ego démesuré de la tête d'affiche. À cet instant précis, un sentiment de trahison absolue l'a envahi. Il se sentait poignardé dans le dos par cette grande famille du cinéma, réalisant avec horreur qu'il n'était qu'un simple fusible que l'on fait sauter sans remords. Cette injustice vécue comme une humiliation publique a été ressentie dans sa chair, comme une véritable amputation de son art, créant une blessure narcissique béante et purulente que même le succès futur ne parviendrait jamais à refermer totalement. Tout le milieu a détourné le regard, préférant hypocritement protéger la star qui remplissait les caisses et garantissait les entrées plutôt que de défendre des valeurs d'équité ou de respect du travail d'autrui. L'acteur s'est alors retrouvé terriblement isolé face à ce mépris forcé de jouer la comédie du bonheur sur les tapis rouges, serrant des mains et vantant les mérites d'une œuvre qu'il avait pourtant niée en tant qu'artiste. Ce traumatisme a marqué le point de départ d'une lente et douloureuse descente aux enfers émotionnels, où l'amertume a commencé à grignoter petit à petit sa joie de vivre pourtant légendaire et sa bonhomie naturelle. Il a brutalement pris conscience ce jour-là que derrière les paillettes et les sourires de façade, les prétendues amitiés ne pesaient pas bien lourd face à la dictature des chiffres du box-office et que la loyauté était une devise totalement dévaluée dans ce business impitoyable. Son rire si caractéristique s'est alors teinté d'un cynisme froid, et l'homme profondément meurtri s'est recroquevillé sur sa douleur, ressassant cette trahison année après année, encaissant en silence le poids écrasant de cette ingratitude systémique. Cependant, les années qui s'écoulent inexorablement ne gomment pas toutes les cicatrices, et il survient toujours un instant fatidique où la coupe déborde, où le besoin impérieux de vérité surpasse la crainte des retours de bâton, et où la victime décide finalement de relever la tête pour pointer un index accusateur vers ceux qui ont brisé sa carrière et son moral. C'est donc au crépuscule de son existence confortablement installé, sous le soleil bienveillant de Marrakech, à 1000 lieues des mondanités et des hypocrisies parisiennes, que Jean Lefebvre a pris la résolution de briser l'omerta. Attablé dans son propre restaurant La Bohème, un lieu saturé de mémoire et d'une douce nostalgie, il a choisi de solder ses comptes avec son passé, non pas animé par une haine gratuite, mais poussé par une nécessité viscérale de rétablir sa vérité avant de tirer sa révérence. Avec une lucidité qui force le respect et désarme ses détracteurs, il a fait voler en éclats le sceau du secret pour désigner nommément 3 coupables, 3 ombres malveillantes qui ont obscurci son parcours et qu'il n'a jamais pu se résoudre à absoudre malgré le temps. Le premier nom gravé sur cette liste noire est celui du monstre sacré Louis de Funès. Jean Lefebvre n'a jamais pu pardonner à ce génie du rire sa terreur pathologique de se faire voler la vedette. Une angoisse qui a conduit la star à abuser de son pouvoir quasi illimité pour censurer et étouffer le talent de ses partenaires, de peur qu'il ne brille trop fort. Il a narré avec une tristesse infinie dans le regard la manière dont son illustre partenaire avait méticuleusement orchestré sa disparition de l'écran, veillant personnellement à ce que tous les projecteurs soient nanés braqués sur sa seule personne, reléguant ses collègues dans l'obscurité d'un anonymat relatif. Pour Jean, il ne s'agissait pas d'une simple rivalité professionnelle classique. C'était l'expression d'une avarice humaine impardonnable, un manque cruel de générosité, venant d'un homme qui pourtant possédait déjà toute la gloire, l'argent et l'adulation du public. Le second responsable pointé du doigt par le comédien est le metteur en scène Jean Giraud, l'homme derrière la caméra qui a failli à sa parole d'honneur. En sa qualité de chef d'orchestre du film, il avait l'impérieux devoir moral de protéger l'intégrité de ses acteurs et d'assurer une justice sur le plateau de tournage. Au lieu d'assumer ce rôle, il a opté pour la voie de la facilité et de la soumission totale, acceptant de défigurer le travail des autres pour ne surtout pas contrarier la vedette capricieuse. Aux yeux de Lefebvre, cette lâcheté caractérisée constituait une trahison bien plus douloureuse encore que la jalousie, car elle émanait de celui qui était supposé être le garant de l'œuvre finale.
Il s'est senti littéralement abandonné par le commandant du navire, jeté en pâture, aux égos surdimensionnés, sans que personne ne lève le petit doigt pour défendre la valeur de sa contribution artistique. Enfin, le troisième accusé n'est pas un individu isolé, mais une hydre sans visage et sans cœur, ces producteurs opportunistes véritables vautours, se nourrissant du désespoir d'autrui. Jean Lefebvre a dénoncé avec véhémence ce système, cynique et froid, qui connaissait parfaitement ses démons intérieurs et qui a préféré les alimenter plutôt que de lui tendre une main secourable. Il a gardé une rancune tenace envers ces hommes de l'ombre qui l'attendaient au tournant, avec des contrats douteux, profitant des moments où il était psychologiquement et financièrement à genoux pour transformer sa détresse en profit. Ils ont exploité sans vergogne sa fièvre du jeu dévorante pour acheter son talent à prix cassé, l'enfermant délibérément dans un cercle vicieux de dettes abyssales et de nanars cinématographiques dont il ne parvenait plus à s'extraire. En nommant publiquement ces trois forces destructrices, Jean Lefebvre ne quémandait pas la pitié du public, mais il revendiquait haut et fort le droit légitime d'être reconnu comme la victime d'un engrenage industriel impitoyable qui broie les hommes. Cette confession tardive a résonné dans le milieu comme un véritable coup de tonnerre, rappelant à tous qu'au-delà du masque du clown triste, il y avait un homme blessé, exigeant enfin le respect qu'on lui avait refusé trop longtemps. Mais par-delà ses propres souffrances et ses blessures intimes, son récit porte en lui une leçon universelle bien plus vaste, qui nous concerne tous encore aujourd'hui, en 2026. Le destin de Jean Lefebvre transcende la simple anecdote de coulisses ou la fin de vie mélancolique. Il résonne comme un avertissement solennel sur la cruauté inhérente à la gloire et l'extrême fragilité de ceux qui ont pour métier de nous divertir. Bien au-delà des apparences trompeuses du show business, au-delà des rires et des séquences devenues cultes, son itinéraire nous force à affronter un miroir dérangeant, questionnant notre propre responsabilité de spectateurs et la cruauté du système que nous finançons aveuglément. Mais avons-nous vraiment le courage de regarder en face la réalité, de voir l'être humain qui vacille derrière son masque, ou préférons-nous nous gaver de l'image rassurante du pitre de service ignorant délibérément les torrents de larmes qui coulent une fois le rideau baissé? La trajectoire tragique de cet homme est un rappel brutal que l'industrie du spectacle n'est souvent qu'une machine à rêve carnassière, un monstre qui se repaît de l'âme des artisans les plus vulnérables et les plus sensibles, les broyant sans aucune pitié pour en extraire le moindre divertissement avant de les recracher comme des déchets dès qu'ils cessent d'être rentables ou deviennent trop encombrants pour les producteurs. Jean Lefebvre incarne la voix étouffée de tous ces éternels seconds rôles, ces talents, pourtant indispensables, mais trop souvent méprisés, qui ont sacrifié leur existence au cinéma français, sans jamais obtenir la reconnaissance légitime et les honneurs qu'ils méritaient amplement. Il nous transmet une leçon d'une valeur inestimable. La véritable dignité d'un homme ne se calcule pas au nombre de répliques dans un scénario, ni à la taille de la police de son nom sur l'affiche, mais à sa force de rester fidèle à sa vérité intérieure face aux tempêtes médiatiques et aux humiliations répétées. En cette année 2026, alors que les projecteurs sont définitivement éteints sur son existence tourmentée, il est de notre devoir impérieux de modifier notre perception et d'œuvrer à la réhabilitation de sa mémoire bafouée. Cessons de ne voir en lui que le soldat Pithiviers maladroit de la 7e compagnie ou le gendarme fougasse effacé par l'ombre des géants. Saluons plutôt l'incroyable résilience d'un homme complexe, abîmé par les épreuves, qui a eu l'audace ultime de briser les chaînes du silence pour ne pas emporter le poids des non-dits dans sa tombe. Sa victoire la plus éclatante ne s'est pas jouée sur un plateau de cinéma ni sur le tapis vert d'une table de jeu, mais bien dans le cœur du public qui prend enfin le temps d'écouter sa détresse et de comprendre l'homme derrière la caricature. En exposant ses failles, il a métamorphosé sa douleur intime en un héritage bouleversant, nous exhortant à plus de bienveillance envers ceux qui hurlent en silence sous la lumière aveuglante de la célébrité. Car
Son âme tourmentée trouve enfin le repos loin du vacarme infernal des casinos et de la jalousie mesquine des vedettes, dans ce silence apaisé et respectueux qu'il a poursuivi toute sa vie et que l'histoire finit enfin par lui accorder.